Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Donc je refais la vidéo puisque en fait la première version n'a pas fonctionné. Aujourd'hui on va parler du procès de la SEC contre Binance et de l'attaque de 61 cryptos. Un rapport de 136 pages qu'on va aller voir quand même assez rapidement. On va passer dessus mais qui va pouvoir nous donner éventuellement des choses intéressantes. Donc ce que je vous propose c'est de passer tout de suite en partage d'écran. On va également aller décortiquer une news qui est une annonce d'Apple qui met en vente son fameux Apple Vision Pro qui est un casque de réalité virtuelle, réalité mixte. On va aller voir quelles sont les applications de ce casque et qu'est-ce que éventuellement ça pourrait nous donner en place. Personnellement, quand je regarde la structure ici en daily, j'ai deux solutions. Soit on est dans un biseau et on est en bas de ce biseau. Comprenez que ce biseau ne sera réellement confirmé que quand on recassera cette ligne-là. Donc là, on aura confirmation effectivement que le biseau vient de se faire. Target d'un biseau, c'est la borne haute, donc 31 000. Et potentiellement ici, le report du biseau tout en haut du point de cassure. Mais on va garder ici la borne haute comme point intéressant. Donc sous-entendu, si on dépasse les 27 800, eh bien on a des très bonnes chances d'aller à 31 000. Puisque on a, vous le comprenez bien évidemment, ici une accumulation de stops de longueur. Maintenant, quand je dézoome un petit peu et que je regarde, déjà, quand je regarde l'action de prix récente, on pourrait éventuellement voir ici ce qu'on appellerait une épaule tête-épaule en daily, avec la ligne de coup qui se trouverait ici, d'accord? Et auquel cas, à ce moment-là, on a percé à cet endroit-là, vous le voyez, c'est ici. On a retesté à cet endroit-là la ligne de coup, on s'est fait rejeter. Et là, on est actuellement en train d'aller à la target qui, elle, pour le coup, se trouve au 24 400 $. Donc ça, c'est un peu les deux manières de voir les choses. Soit on perd ce biseau effectivement vers le haut. En général, target d'un biseau, on est autour de 88%, en tout cas au moins pour retaper le top, c'est-à-dire les 31 000. Mais vous comprenez qu'on n'a pas eu la confirmation ici. On activera les 88% si jamais on redépasse ce point-là. Et target d'une épaule, tête-épaule, on est autour de 65%. Pour aller toucher cette target. Si on veut monter plus haut en termes d'une épaule tête-épaule, on peut prendre juste de la tête à la première épaule. Là, vous voyez que la target est déjà touchée, elle a déjà même été touchée ici. Et là, on monte à peu près à 70-75% de chance de voir la target toucher son point. Ça, c'est pour le daily. On voit ici cette bougie très sharp qui a eu lieu hier en raison tout simplement du fait que la SEC attaque Binance et donc du coup dit à Binance qu'elle a mis sur le marché des securities. Là où on va continuer sur l'analyse technique, là où je trouve que c'est intéressant, c'est sur la stablecoin dominance. Pourquoi ça ? Sur la stablecoin dominance, on avait montré une trend ici, et là vous voyez qu'on est déjà au contact. Donc ça c'est intéressant de se dire que on a ici sur la stablecoin dominance peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors soit on est bullish sur la stablecoin dominance, donc bearish sur la crypto, et on dit que là on est dans un triangle, donc target de ce triangle ça serait à peu près 23 000 $. C'est un peu les targets que je vous montrais tout à l'heure sur BTC avec un triangle ascendant. Soit on dit que cette résistance qui est ici, qui pour le moment a très bien tenu, va tenir et que cette trend va repousser. Donc la trend en daily ici qui repousse et la résistance qui tient, sous-entendu, ça veut dire qu'on va faire un nouveau plus bas sur la stablecoin dominance. Sous-entendu, on va revenir aux 31 000 $. Donc là, c'est pareil, c'est les deux cas de figure importants. Personnellement, je vous dirai mon avis sur la direction un petit peu plus tard dans la vidéo. Cela dit, n'oubliez pas de mettre un like si le contenu vous intéresse. On a toujours un Ethereum contre Bitcoin qui est en train de s'apprécier. On est là en train potentiellement de mettre sur Ethereum contre Bitcoin ce fameux, alors on peut voir ça comme une épaule tête-épaule ou plutôt un W, et là actuellement on va avoir une réponse aujourd'hui ou dans la journée de savoir si on tient cette fameuse trend et si jamais on vient péter ce niveau-là, auquel cas bien évidemment on aura des niveaux supérieurs, notamment les 0,78 sur Ethereum contre BTC. Ethereum a assez bien a assez bien absorbé ce mouvement
de Binance. D'ailleurs, on le voit, autant Bitcoin est dans un biseau, il est venu faire un tour sous sa structure ici, autant Ethereum n'a pas du tout fait ça, il tient sa traîne d'accumulation, et autant Ethereum, ici à ce stade, en tout cas pour le moment, on pourrait imaginer qu'on va plutôt suivre la 4 heures, enfin la daily la plus récente. En tout cas, ce support-là a extrêmement bien tenu sur Ethereum. Donc, on avait dit que peut-être potentiellement 1830 était une zone, 1800-1830 était une zone à venir visiter. Ethereum est allé jusqu'à 1778 sur ce mouvement, et ensuite il s'est plutôt bien repris. En tout cas, on n'a pas visité de plus bas ici sur Ethereum, contrairement à Bitcoin. Et ça tient au fait que Ethereum n'est pas nécessairement extrêmement concerné par ce rapport de la Fed, ou en tout cas la manière dont c'est présenté pourrait potentiellement être bénéfique à Ethereum. C'est ce qu'on va voir ensuite en allant voir les news. Voilà, on a fait le daily, les grosses time frames sur BTC, la stablecoin dominance, et Bitcoin. On va désormais aller voir les news. Alors les news ici, on a le Apple Vision Pro, je vais en parler tout à l'heure. Et on a ce fameux procès de la SEC contre Binance. On va plutôt ici prendre cet article-là qui est en français. Vous le voyez, Binance qui hier met en procès, enfin la SEC qui met en procès Binance en disant qu'elle a mis sur le marché des securities. Ça n'est pas la seule chose qui est reprochée. On a 13 chefs d'accusation en tout, et globalement d'une certaine manière, Gary Gensler qui attaque non seulement la SEC, mais en plus 61 tokens qu'il considère comme des securities. En l'occurrence ici dedans, on a le BNB, le BUSD, Solana, Cardano, le Matic, Filecoin, Atom, Sandbox, Decentraland, Algo, Axie Infinity et Coty. Entre autres, puisqu'on en a beaucoup d'autres, vous le voyez ici, XRP, etc. Voilà, tous les coins qui sont un petit peu concernés par cette histoire. Sous-entendu, Binance a mis sur le marché des securities. Elle n'a pas fait ce qui était demandé par la SEC. Quand vous mettez sur le marché des securities, vous devez normalement prévenir la SEC et bien entendu passer tout ce qui est considérable à des due diligence. Et en l'occurrence, ici, ça n'a pas été fait. On a plus que ça dans cette espèce de procès de la SEC contre Binance. En l'occurrence, je crois que c'est sur The Block. On a des réminiscences un petit peu de ce qui s'était passé sur FTX. Pourquoi ? Parce que on avait d'ailleurs sur la chaîne pas mal étudié cette histoire par rapport à Meritpeak. Là, on a un nouveau market maker qui appartient à Binance également, qui s'appelle BAM. Et on a ici, ils mettent en avant, dans ce rapport de 136 pages, des mouvements qui ressembleraient plus ou moins à l'utilisation des fonds d'utilisateurs, l'utilisation des fonds des fonds d'utilisateurs, de clients Binance, pour faire des mouvements de market making, ce qui bien entendu est tout à fait interdit. Alors, Binance a prouvé qu'ils avaient des bonnes preuves de réserve, en tout cas quand il y a eu la chute FTX, etc. On avait vu qu'il y avait des mouvements un petit peu bizarres, plusieurs centaines de millions de dollars qui avaient été bougés un petit peu de manière un petit peu bizarre. Donc on n'a pas ici nécessairement toute la lumière sur ce qu'a fait Binance. En tout cas, on sait qu'aujourd'hui c'est propre, mais on ne sait pas dans le passé qu'est-ce qu'il s'est passé, notamment avant que FTX mette en lumière ses pratiques, puisque Alameda Research, je le rappelle, avait des garde-fous, et que Alameda Research profitait des fonds d'investissement des clients pour pouvoir faire des mouvements de market making, ce qui encore une fois est bien entendu tout à fait interdit. On a une réponse de Binance. Et cette réponse, elle est tout simplement de dire tout ça est faux. La SEC finalement est en train de raconter un peu n'importe quoi. Elle attaque à tout va un petit peu tous les projets crypto qui sont du moment. Nous avons toujours bien entendu défendu nos utilisateurs et nous défendrons et nous continuerons à opérer aux USA, mais nous défendrons toujours bien évidemment les investisseurs, contrairement à la SEC qui elle ne défend pas les investisseurs, puisque on voit le type de mouvement que ça a donné. Il faut comprendre, c'est pas Gary Gensler qui va décider ce qui est une commodité ou une security. Gary Gensler, il peut faire un procès, il peut dire je pense que ça c'est une security, mais c'est le juge qui va décider, ou alors en attendant une législation. On l'a vu dernièrement, notamment via cet accord, ce projet de loi qui a été plus ou moins mis en avant et poussé en avant par les républicains. Et qui sous-entend qu'il faut ouvrir des portes et
dessiner cette ligne rouge que les coins et les tokens, etc. peuvent éventuellement mettre en avant pour passer d'une security à une commodité. C'est très important ici, c'est beaucoup plus simple, et ça j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, donc je vais pas refaire ici toute l'histoire, mais c'est beaucoup plus simple de relever du niveau des matières premières, des commodités, que de relever du niveau des securities, là où vous avez des tas de papiers à remplir, etc. et où, bien entendu, c'est beaucoup plus contrôlé. Donc tout ça n'est pas du tout une bonne chose pour la crypto. On a vu que la crypto a bien entendu bien plongé sur cette histoire. Cela dit, bon, je pense que c'est un énième FUD, encore une fois, sur Binance. Et on va voir ici là où ça nous mène, mais personnellement, j'aurais tendance à dire que peut-être on est déjà sur la fin de ce mouvement. Mais pourquoi d'abord on a la configuration Chartis qui n'est pas trop mauvaise, et puis ensuite on a la stablecoin dominance qui peut éventuellement nous donner un signal ici, soit on est sur résistance, soit on casse cette résistance, auquel cas on va avoir une accélération haussière de la stablecoin dominance, et on a bien entendu ici, comme vous le voyez, le bas de ce biseau, on est sur cette trendline ici de distribution qui est peut-être ici en train de s'accélérer. On a également aussi la trendline qu'on a là, d'accord, ici on avait une touchette quand on avait fait l'eurotest des 20 000 $, et on n'est pas très loin ici de cette trendline, voire même si je passe en weekly, vous voyez qu'on est dessus. Cela dit, on est mardi et on n'est pas encore à la fin de la semaine, donc on va ici essayer de voir est-ce que ça tient cette histoire ou pas. Mais en tout cas, c'est suffisamment intéressant ici pour que je le mette en avant, c'est-à-dire qu'on est déjà du coup au retest de cette fameuse trendline. On avait dit hier, et comprenez que hier c'était pas mon scénario privilégié, cette baisse, mais j'avais pas d'informations, enfin je ne savais pas qu'il y allait y avoir cette news, qu'on avait un critère de décision. En l'occurrence à ce moment là j'avais mis moi en avant une trend d'accumulation qui était globalement celle-ci. Hop, comme ça, je pense que c'était plus une 4 heures, mais c'est pas grave. Et j'ai dit, soit on pète celle-ci, soit on pète celle-là. Personnellement, j'étais plus dans l'avis qu'on allait revisiter les 28 sur fond de liquidité. Mais vous voyez qu'on est plutôt ici parti vers le bas. Et on revient tester ici le bas de cette trend. Est-ce que c'est un bon endroit pour longuer ou pas? Il va falloir attendre les structures. Donc on ira voir ça dans la partie scalping en fin de vidéo. Deuxième annonce relativement importante, c'est la sortie hier du Apple Vision Pro. Alors, j'ai fait une vidéo juste avant qui malheureusement a été refusée pour des raisons de droit d'auteur, puisque je montrais des images qui ont été fournies par Apple par rapport à ce casque, mais qui étaient beaucoup plus explicites que ce que je peux montrer jusque-là. Globalement, comment fonctionne ce casque? Tout simplement, c'est un casque de réalité mixte, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et pourquoi ça nous intéresse, nous? Parce que ça tient un petit peu quand même à des domaines autour du métaverse et de la réalité augmentée, qui sont des domaines crypto sur lesquels on peut potentiellement investir. Globalement, le fait que Apple nous montre ce produit-là est extrêmement intéressant en ce moment parce que c'est une petite révolution en soi. Pourquoi c'est une petite révolution? Parce que vous pouvez voir à l'extérieur, mais vous avez deux écrans OLED, un pour chaque œil, qui ont du pixel ultra miniaturisé, c'est-à-dire que globalement, si vous regardez un iPhone, dans un pixel d'iPhone que vous regardez, il va y avoir 64 pixels sur ce petit écran OLED-là. Ça vaut très cher, ça vaut 3 500 $. Vous avez des caméras qui étudient l'environnement pour voir ce que font vos mains. Globalement, vous baladez la souris avec vos yeux. C'est un ordinateur en fait, c'est pas un casque, c'est un ordinateur directement, et en gros vous voyez à la fois votre environnement et vous pouvez avoir un écran hyper immersif, hyper grand. Vous pouvez faire du FaceTime si jamais vous scannez votre visage avant, il va faire une sorte d'intelligence artificielle qui va reproduire votre visage, donc du coup vous n'avez pas vos lunettes quand vous êtes sur du FaceTime, et globalement vous pouvez dire par exemple à un ami, viens on se retrouve en bas de la tour Eiffel et on fait un FaceTime, c'est tout à fait possible. On sait que depuis quelques années les produits Apple pingent leur environnement grâce aux caméras et aux lidars et toutes ces choses-là. Donc, on comprend ici un petit peu mieux que Apple est en train de modéliser le monde actuel, à la fois l'intérieur de vos maisons, tout ce qu'il s'y passe, pour pouvoir tout simplement recréer une forme de double monde qui lui soit digitalisé. On peut comprendre aussi toutes les applications de ce type de casque et de ce type de choses si jamais on les couple à une géolocalisation au centimètre près. Je pense que la nouvelle révolution, la prochaine révolution, elle sera là. Elle sera tout simplement de dire, j'ai un monde digital dans lequel j'ai toutes les informations du monde actuel, je peux te localiser au centimètre près, donc je peux savoir où tu es. Globalement, pour donner une application extrêmement simple, par exemple, je suis dans un rayon de magasin, je cherche du Bordeaux rouge à moins de 8 €, je vais pouvoir assez facilement mon téléphone ou mon casque de réalité virtuelle, qui sera bien entendu dans le
futur beaucoup plus miniaturisés vont pouvoir me dire exactement où aller chercher. Ça, c'est une application de tout simplement le monde virtuel vers le monde réel, la réalité mixte ici, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, et plus ou moins l'axe qu'a choisi Apple pour s'insérer dans ce domaine-là, et je trouve que c'est plutôt smart par rapport à Meta qui était plutôt dans une idée d'un monde virtuel, mais globalement un peu différent. Le problème qu'on a ici par rapport à Apple, je vais pas faire non plus, je ferai peut-être même une vidéo tout simplement juste dédiée sur ce casque. Le problème qu'on a par rapport à Apple, c'est que Apple est un système qui est extrêmement fermé en termes de. Il faudra passer par le Game Store, l'Apple Store. Il faudra ici, donc on n'est pas sur de l'open source, on n'est pas sur un standard entre guillemets de métaverse qui pourrait avoir lieu. Par contre, on peut imaginer qu'il y a des applications Android, et bien qui viennent se faxer sur cette idée, bien évidemment, du casque de réalité virtuelle de Apple. Alors ça, c'est plutôt bon théoriquement pour les jetons, tout ce qui est jetons autour du métaverse. Cela dit, avec le mouvement de Bitcoin, vous voyez ici que Sandbox a perdu 13% depuis hier, Mana également, moins 10% pour Decentraland, donc bien évidemment le marché a suivi ici Bitcoin, d'autant plus que Sandbox, Decentraland et Axie Infinity sont dans le giron de la Fed, sont dans ce fameux rapport de 136 pages, qui est encore une fois une attaque sur Binance. Cela dit, suivez bien ça. À mon avis, le problème c'est l'autonomie. Vous avez une batterie qui est dans la poche, c'est elle qui est connectée ici à ce câble, une demi-journée à peu près. Il faut comprendre que vous pouvez parler à votre environnement, vous pouvez scanner votre environnement également. Donc du coup, vous allez pouvoir le rendre complètement opaque. Vous allez pouvoir avoir ici tout un système d'exploitation qui est directement dans le casque. Vous allez pouvoir également, admettons, faire votre shopping à Ikea et placer vos meubles directement chez vous. Toutes les applications ici, il faut comprendre qu'elles sont innombrables par rapport à tout ce qu'il est possible de faire avec un casque comme ça. Bien entendu, le confort est au beau fixe, mais cela dit, on n'est pas encore sur des produits qui malheureusement vont se vendre comme des petits pains. Pourquoi ? Parce qu'il faut l'essayer pour se dire que effectivement, alors malheureusement, je sais pas si le bonheur est dans cette idée de rencontrer ses amis avec un casque, mais de pas être avec eux. Je pense pas du tout que ça soit le cas, mais en tout cas, les applications commerciales, elles sont multiples, elles sont extrêmement impressionnantes et elles sont extrêmement variées. Il faut ici bien comprendre que le monde futur sera en 3D. Il nous manque une dimension. Quand on est sur un ordinateur, on est à plat. Et en l'occurrence ici, c'est un début de solution par rapport à ce que pourrait être le Web3, ce que pourrait être aussi l'immersion, ce que pourrait être le métaverse, ce que pourrait être tout simplement la manière de se mettre éventuellement dans un environnement un peu plus immersif. Voilà. On a traité pour moi les deux news du jour, c'est-à-dire l'annonce hier à 19h de ce fameux casque, ainsi que le procès de la SEC contre Binance. Je pense qu'on va passer sur toute la news, tout le reste. On a déjà fait beaucoup de choses, on a déjà dit beaucoup de choses sur le calendrier économique et toutes ces choses-là. Donc on va désormais éventuellement aller d'abord passer la page de pub et ensuite on ira voir la liquidité. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges ? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon.
Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Ok, qu'est-ce qu'on a liquidé hier? 300 millions de dollars, c'est énorme, ça correspond à peu près 4 ou 5 journées normales d'un coup, et on a fait ça en 1 heure, vous le comprenez. Ici, 110 millions de dollars qui ont été liquidés sur Bitcoin et 36 millions sur Ethereum. Ça revient à ce qu'on vous disait tout à l'heure, Bitcoin a fait un mouvement beaucoup plus impressionnant que Ethereum. Principalement du long, vous le voyez ici, et bon, les coins sur lesquels on a liquidé sont globalement les mêmes que d'habitude. En ce qui concerne le carnet d'ordre, eh bien, on a touché des ordres d'achat, et pour beaucoup ici, et puis au bout d'un moment, le mouvement s'est un petit peu ralenti. On a des ordres d'achat qui sont apparus, et ça c'est intéressant, depuis la chute ici, on a des gens qui veulent acheter très légèrement en dessous, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, sous-entendu, si le prix devait pousser, il devrait avoir le momentum baissier pour pousser beaucoup plus. On va ici sur les niveaux. J'ai déjà fait les niveaux puisque j'ai déjà fait la vidéo. Globalement, si je vous montre les niveaux précédents, bon, on va pas le faire en fait. Voilà, considérez que j'ai déjà fait les niveaux. Malheureusement, pas forcément d'informations ici. Vous le voyez qu'on a un stop shorter qui est relativement évident ici en termes de price action. Et donc là, on a percé très fort puisque beaucoup de contrats qui sont fermés d'un coup. Ensuite, on se reprend un petit peu. Personnellement, je pense que ce point de longue est relativement important, c'est-à-dire qu'on pourrait perdre ce niveau-là parce qu'on a eu pas mal de longueur depuis ce moment-là. Vous comprenez que là, ça remonte très fort alors que le prix descend. Ici notamment, donc là on a un point de longue relativement conséquent, on va peut-être même le mettre en 2 pixels, donc ça serait plutôt baissier on va dire, hein, le fait de dire attention, on pourrait perdre ici les 25 370 dollars. Cela dit, là on n'a pas d'apparition de short énorme, on a plutôt un sentiment qui est longueur à ce stade, donc attention à ça. On va ensuite aller sur Ether. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement baisser, mais puisqu'on a déjà pris 300 millions, on a pris une belle poche de liquidité, c'est normal que sur le rebond, il y ait du monde. La structure, on va en parler après, qui est un triangle ascendant, on va en parler après dans l'analyse scalping, mais voilà, on va ici dire que attention dans la zone. Sur Ether, c'est pareil, le bas du triangle et le haut du triangle comme étant, alors là où Bitcoin, on est peut-être plutôt par ici, sur Ether, en tout cas, le bas du triangle et le haut du triangle qui sont éventuellement des points. Cela dit, je pense que, alors il y a deux chances ici, soit on tape en haut et ça veut dire que, mais on va parler du triangle ascendant un petit peu après. Mais globalement, on a ce point en haut et ce point en bas à éventuellement venir prendre. Vous voyez qu'ici, ça remonte très fort, alors le prix remonte aussi, et puis finalement après ça descend. Sur Ether, c'est peut-être un petit peu plus propre que sur Bitcoin, on ne mettra pas forcément ce niveau ici en 2 pixels. On va sauver ça, on va passer aux poches de liquidité, et globalement, sur les 5 derniers jours, puisque là on regarde une time frame de 5 jours, on est passé très fortement shorté là. Vous comprenez que le cumulatif delta des shorters est bien plus important sur les 5 derniers jours que celui des longueurs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a bouffé une bonne partie des longueurs, et en plus il y a beaucoup de monde qui est rentré, et pour certains tardivement, sur ce mouvement vers le bas. Si jamais je zoome un petit peu sur cette histoire, vous voyez que on a une zone que je qualifierais ici de intéressante pour longuer jusqu'au 26 300. J'aurais tendance à dire que tous les x100 sont un petit peu dans cette zone. Alors globalement, c'est plutôt les x50, hein, même là vous le voyez, un peu tardif. Donc du coup, on pourrait se dire, bon, si on a un rebond, 26 300, c'est une jolie target. On a désormais 15 milliards de positions leveragées au-dessus de la tête, ça veut dire que c'est plutôt haussier. Maintenant, si je regarde la même chose sur Ethereum, je pense qu'on est à 6 ou 7 milliards, on est autour des 6 milliards de positions leveragées au-dessus de la tête, et globalement vous voyez que ce petit mouvement est effectivement en train d'en prendre une partie, notamment les x100, et globalement si on zoome un petit peu, on pourrait se dire sur Ether que la zone elle est autour des 1846.
Ça c'est dans le cas d'un rebond, ça peut bien entendu aller plus haut. Personnellement, si je mettais un long là, bah, j'aurais tendance à prendre un profit partiel dans ces zones-là et à laisser courir éventuellement un runner. Si je mettais un long, encore une fois, on n'a pas encore vraiment choisi ce qu'on voulait faire, mais d'une certaine manière, ici on voit qu'on a plus de short que de long, ou en tout cas les zones de long, elles sont beaucoup plus écartées que le sont les zones de short. Donc sur les 12 dernières heures, on peut dire qu'effectivement, c'est pas trop mal au niveau du short, mais on a eu aussi du long, hein, comprenez-le bien. Sur la 7 jours, bah, c'est plutôt propre, on vient prendre toute cette zone de liquidité ici, on en a encore une sous les 24, donc attention à ça, hein, ça peut aller, imaginons qu'il y a trop de monde qui rentre en longue sur le mouvement actuel, et on a vu que c'était un petit peu le cas quand même. S'il y a trop de monde qui rentre en longue, à ce moment-là, on ira chercher leur prix de liquidation qui se trouve à 24 000 $ à peu près, 24 200. Et par contre, on a énormément jauni sur la zone des 28,2. Donc sur la 7 jours, c'est relativement propre et c'est relativement également haussier. Ensuite, quand on regarde la 1 mois, peut-être moins pertinente, mais on a cette zone des 24 qui est vraiment conséquente, hein, ça permet aussi de dézoomer et de voir l'importance des zones, et on a une zone au niveau des 30 000 qui est relativement pertinente également. Sur Ether, poche de liquidité également, alors qu'est-ce qu'on a ? On a un kiff-kiff à peu près hein, sur les zones en ce qui concerne longue et short sur les 12 dernières heures. Sur les 7 derniers jours, eh ben, on est venu prendre une jolie poche de liquidité ici. Et là, pour le coup, sur Ether, c'est 1935 qui serait visé si on vient chercher la 7 jours. Et peut-être plus haussier même que Bitcoin. Par contre, sur la 1 mois, Ether est vraiment entre deux zones ici. Soit on va sous les 1002, soit on revient jouer avec les 2000. Hein. C'est globalement un petit peu ce qu'on dit depuis plusieurs semaines maintenant. On va désormais faire la partie scalp et la partie petite time frame, et puis on conclura sur cette vidéo. Alors, en daily, on a déjà fait l'analyse, on va passer sur le 4 heures. Sur le 4 heures, légère structure de rebond, on n'a pas encore vraiment de trend. On voit quand même ici ce fair value gap. On avait donné ici les 26,3 pour éventuellement venir rebondir. Vous voyez que ça correspond à ce qui était avant, plus ou moins le support. Donc ça serait intéressant éventuellement de venir combler une partie de ce gap et de rebondir au 26,3. Si jamais on montre ici la zone de rechargement de ce mouvement, zone de vente, alors là je l'avais mis sur un niveau plus petit, mais en l'occurrence ce qu'on pourrait faire éventuellement c'est d'aller chercher le 0,680 de cette zone là. Donc là moi je l'avais mise au premier arrêt, vous pouvez voir ici que peut-être 26,7 pourrait être un bon point également. Ce qu'on comprend également aussi, c'est qu'on on rejoue avec la trendline qui est ici, qui est baissière, celle d'en bas. On pourrait aussi également revenir jouer avec le haut. Si on revient jouer avec le haut et qu'on le casse, c'est extrêmement bullish, je vous l'expliquais tout à l'heure, ça veut dire 31 000 $. Si jamais on perd le niveau actuel, ça veut dire qu'on va chercher la target de l'épaule tête-épaule qui est au 24 447. Cela dit, en 4 heures, on n'a pas beaucoup plus d'informations que tout à l'heure, si ce n'est que la 4 heures est passée baissière, bien évidemment, vous le comprenez ici, des plus bas qui sont de plus en plus bas. On pourrait analyser aussi directement l'intérieur de cette petite structure ici, donc ici d'une zone de distribution à une zone de distribution, vous voyez qu'on est au contact aussi, hein. On pourrait la mettre plus bas ici, en vraiment prenant la mèche entière, mais globalement, vous voyez qu'on a toujours fait que des mèches là en dessous de ce niveau-là, donc ici, ce niveau-là pour rebondir est éventuellement intéressant. Ici, on va le noter comme un 4 heures, c'est pas un vrai niveau, souvent, en général, on préfère, sur la technique de price action, plutôt prendre de l'accumulation dans ce sens-là, et de la distribution dans ce sens-là, on prend pas en général, donc là, on fait plutôt du chartisme que réellement du trading en price action. Cela dit, quand je vais voir la 1 heure, j'ai un petit triangle qui est en train de se former ici, triangle ascendant, figure plutôt bullish. On va reprendre ici. Figure plutôt bullish, mais vous voyez qu'on est peut-être en train de la perdre. En tout cas, sur la locale 1 heure, ici, on est quasi en train de perdre cette zone-là. Alors là, je l'avais mise en 15 minutes. On va peut-être mieux la mettre. On va vraiment la faire en 1 heure. Voilà, en 1 heure, si vraiment on la prend comme ça, elle est perdue, pour le coup. On est en train de l'aplatir, vous le voyez, et globalement, si cette bougie se confirme comme étant une bougie blanche, on aura une nouvelle trend qui sera éventuellement comme ça. Comprenez bien que pour le moment, on anticipe un triangle ascendant, mais en tout cas, si on le regarde dans la time frame la plus petite, alors on pourrait peut-être le regarder en 2 heures, voir ce que ça donne, mais bon, ici, ça serait un peu poussé mémé dans les orties. Donc, d'accumulation à accumulation, pour le coup, en 2 heures, elle est viable. Mais moi j'utilise pas la time frame 2 heures, bon on va faire ça comme ça. Mais bon, globalement, c'est pas extrêmement propre puisqu'on est peut-être potentiellement en train de perdre ce triangle. Cela dit,
Si je vais sur le 15 minutes, vous voyez que d'accumulation à accumulation, pour l'instant, ça reste plutôt propre. Vous voyez également que si jamais, ici, il faut comprendre qu'on a des accumulations de stop de shorters. À chaque fois que des shorters rentrent sur ce mouvement, et bien là, ici, par 5 fois, on a eu des accumulations de stop shorters. Donc, si jamais on venait respecter cette trend là et qu'on venait casser, il y aurait une accélération là. Ici, à partir du moment où on passerait ce point-là, ça accélérerait relativement vite, peut-être potentiellement pour venir au 26,3. Donc ça, c'est la première chose importante à comprendre, c'est peut-être qu'on est dans une structure ici d'accumulation. Le problème de ce type de triangle, c'est qu'on a aussi du stop longueur qui s'accumule, vous le voyez ici. À chaque fois, ils sont défendus, donc c'est ce que nous dit la figure, il y a une belle défense, mais par contre, on a une accumulation stop longueur également. Donc à l'inverse, si on se fait... Alors, il se pourrait qu'on vienne prendre de la liquidité et qu'ensuite on vienne rechercher sous la structure, par exemple les 25,2. Donc ça c'est une possibilité aussi également, mais cela dit, vous le voyez, moi personnellement j'aurais plutôt tendance ici à chercher un peu du long, tout simplement pour venir combler un petit peu de ce gap. Là ici on a délivré très fort, donc la recherche ici ça serait de venir en prendre une bonne petite partie. Donc là on était sur le 15 minutes, comprenez bien que sur le 15 minutes on n'est pas dans une structure haussière encore, il faudrait faire encore un plus haut pour avoir vraiment 3 plus bas plus haut que les uns que les autres et 3 plus hauts, ça serait celui-ci, celui-là et celui-là, et là on aurait une 15 minutes qui soit haussière. Cela dit, ce type de figure est plutôt bullish, même si c'est quand même une accumulation de stop longueur, il ne faut pas l'oublier. Donc attention au mouvement dans les deux sens, ou au range, tout simplement. C'est-à-dire là, on range, on vient prendre un peu de la liquidité un petit peu au-dessus, et puis là, on revient retester ça, et ainsi de suite. Si jamais on latéralise dans la zone, pour le moment, on voit un sentiment qui est quand même plutôt longueur, j'ai envie de dire, sur les très courts time frames, vous voyez. Par contre, on a une liquidité résiduelle, voilà, c'est ça. Donc là, là-dedans, on est plutôt longué, c'est ça qu'il faut comprendre. Sur ce mouvement-là, eh bien, j'ai plus de long que de short. Par contre, eh bien, on a tellement traversé ici du long et on a tellement bouffé toute la poche de liquidité qui était celle-ci que peut-être que, eh bien, désormais, en fait, la seule liquidité qu'on peut venir chercher, elle se trouve au-delà des 27,2. Donc voilà pour l'idée. Personnellement, je serais plutôt positionné en longue à l'heure actuelle, c'est-à-dire je ne pense pas qu'on va faire ça. C'est tout à fait une possibilité. On peut aussi continuer à dégueuler sur cette trend-là. Ça, c'est si jamais vraiment on a beaucoup de longueur encore qui rentre. Donc il faudra surveiller le sentiment sur les 5 minutes. Donc n'hésitez pas à utiliser Coinalyze pour éventuellement surveiller ces choses-là. En tout cas, si vous scalpez, ça peut être un outil extrêmement intéressant. Voilà pour cette vidéo. J'ai oublié des choses, j'avais dit beaucoup plus de choses dans la première vidéo, mais c'est pas grave, voilà, il a fallu la refaire encore une fois parce qu'elle était refusée pour des raisons de droit d'auteur, puisque je montrais la vidéo de Apple et je disais beaucoup plus de choses sur ce fameux casque VR qui est le casque Apple, mais bon, visiblement Apple ne veut pas faire de la pub pour ses propres produits puisqu'ils protègent par droit d'auteur leur propre pub. Je pensais pas que c'était le cas, mais c'est le cas. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. La question à la con du jour, elle sera sur l'astrologie. Tiens, est-ce que vous croyez dans l'astrologie? Pas forcément l'astrologie au sens zodiaque, etc., horoscope, mais dans laquelle moi je crois pas du tout. Je pense pas que des gens qui sont nés à la même période peuvent avoir des comportements similaires, mais personnellement je crois pas mal dans tout ce qui est un peu astral, astral au sens les mouvements de lune, voilà, toutes ces choses là que peut-être effectivement les étoiles influent sur notre comportement. J'ai aussi personnellement une vision des choses qui est de me dire que je pense que tous les êtres vivants sont connectés par quelque chose qui nous échappe. Sous-entendu, vous pouvez peut-être avoir une forme de communication avec un arbre, avec un animal et avec un autre être vivant. Le langage en est la preuve. C'est vraiment quelque chose qu'on a développé parce qu'on a besoin de communiquer les uns avec les autres. Donc voilà, je pense que toutes les cellules vivantes ont en elles cette fonctionnalité qui les incite à communiquer. C'est d'ailleurs ce qu'on est peut-être en train de faire d'une certaine manière. Pourvu que ça ne se passe pas avec des casques dans le futur, en tout cas, ou que les gens n'habitent pas dans une cave avec énormément de meubles qu'ils ont acheté très cher, mais ils doivent porter des lunettes pour les voir. Voilà, pour moi en tout cas, vous comprenez, et pour moi l'information du jour, et c'est vrai que la sortie de ce casque, alors j'aimerais bien l'essayer pour vraiment voir ce que ça dit au niveau utilisation, mais l'information de ce casque est quelque chose de quand même relativement intéressant en ce qui concerne les possibilités de miniaturisation. Il faut comprendre aussi que quand vous... imaginons un jour, alors c'est un peu Black Mirror ce que je vais dire là, mais imaginons un jour que vous puissiez filmer la totalité de votre vie, sans que ça soit du tout, que vous sentiez
que vous ayez des lunettes sur la tête ou quoi que ce soit, mais que ça soit quelque chose d'extrêmement miniature qui vous permette de filmer la totalité de votre vie. Vous pourriez revenir dans des souvenirs précédents, vous pourriez revenir dans des choses voilà, qui vous pourriez aussi avoir une documentation totale de votre vie. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'il vaut peut-être mieux garder les souvenirs dans son cœur que sur une carte mémoire? Je sais pas non plus. Mais par contre, les applications sont quand même extrêmement intéressantes et ça pose des questions qui sont extrêmement intéressantes aussi. Personnellement, j'aime bien avoir une vision de la vie. Qu'est-ce que sera la vie dans une trentaine d'années? Aussi pour avoir les bons axes d'investissement, toutes ces choses-là. Mais je trouve qu'il y a des choses quand même relativement intéressante dans ce casque, à la fois flippante et à la fois, encore une fois, intéressante d'un autre côté. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo qui j'espère sera sous de bons auspices pour notre ami BTC. En tout cas, ce drop par rapport à la SEC et voilà, on va dire cette chape de plomb qui tombe une nouvelle fois de la part de Gary Gensler autour de la SEC. Est-ce que c'est un délit d'initié? Et vous comprenez que ici, on est quand même dans des bonnes dispositions. Alors, je ne sais pas ce que vont dire les futurs sur S&P et sur le Nasdaq prochainement, mais on est quand même dans des bonnes dispositions pour avoir un petit rallye à minima jusqu'au 13 ou 14 juin, tout simplement puisque la Fed a de très bonnes chances de faire une pause. Donc, du coup, les dispositions sont pas trop mauvaises pour avoir un petit rallye, quelque chose qui pousse éventuellement relativement haut, au moins jusqu'au 14 juin, ou potentiellement pour avoir un sell de news. Le 13, information bien entendu déterminante, ça sera le CPI, indice des prix à la consommation aux États-Unis. Si jamais le 13 on a un très bon CPI, on n'aura pas de sell de news le 14, je pense. C'est-à-dire que non seulement la Fed va poser, mais en plus le marché va pricer le fait que la Fed va poser pendant longtemps, donc ça risque de rallonger un petit peu cette news. En tout cas, voilà, ce qu'il faut voir ici, c'est avoir une vision d'ensemble, avoir une vision dans 30 ans, avoir une vision dans 15 jours, avoir une vision dans 2 heures, et c'est ce que vous propose la chaîne, je pense, et toujours avoir, bien entendu, une vision à la fois technique, fondamentale, et de sentiment. Quand vous faites une étude de marché, il faut avoir les trois, mais ne pas croire l'une des trois, où juste là, on est sur une news, effectivement, elle a fait baisser le prix, mais on n'est pas à l'abri de revenir visiter les 31 000 $ assez rapidement. Bref, on va voir ici plusieurs choses qui se mettent en avant. Excusez-moi, du coup, je voulais faire une vidéo courte, mais bon, on rallonge de 5 minutes ici. C'est de toute façon assez souvent mon habitude. 1, 2, 3, 4 et 5. Biseau en élargissement. Peut-être que là, ce qu'on va venir chercher, en fait, c'est la cassure de ce biseau, qui est celle-ci. En même temps, du coup, eh bien, ça nous amènerait à casser le biseau qui n'est pas en élargissement, qui est celui-ci, d'accord? C'est une potentialité, hein. Encore une fois, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. Pour le moment, on est en bas de quelque chose, et enfin, on n'en est pas du tout. On pourra réellement activer ce type de scénario si jamais on va là. Mais par contre, ce type de petit biseau en descente, là, qui est une figure tout à fait bullish, là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, pardon. Eh bien, ce type de figure, quand on est en élargissement, on ne prend pas le haut de la figure, mais on prend l'amplitude totale de la figure qu'on reporte au point de cassure, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, pour terminer l'analyse chartiste ici, en l'occurrence, si jamais on pète la zone qui est celle-ci, vous voyez qu'on pourrait éventuellement, encore une fois, avoir cette target autour de 30-31 000 $ sans trop de problème. Donc plusieurs figures chartistes potentielles haussières, une grosse figure chartiste qui elle est confirmée et qui est baissière, qui nous pointerait plutôt vers les 24 410 $. Je vous laisse faire votre avis. Personnellement, je reste plutôt haussier. Je pense qu'on visiterait peut-être les 31 000 avant d'aller voir un peu plus bas. C'est-à-dire 22-23 pour moi, 22-5, c'est un endroit qu'on n'a pas visité. Pour le moment, on vient retester les 25-2, et c'est quelque chose qu'on avait relativement mis en avant depuis un petit moment sur la chaîne. Donc voilà, je vous laisse un petit peu faire votre choix ici. En tout cas, suivez les petites structures. Si vous tradez de la petite structure et de la petite time frame, n'allez pas chercher des targets de 31, c'est pas la peine. En l'occurrence ici, voilà, peut-être venir rentabiliser vos trades bien avant. En l'occurrence par là, c'est-à-dire 26, d'abord 26,3 pour moi, ensuite 27,2 et après potentiellement 28,3 et peut-être un dernier runner au 31. Si vous êtes sur un long, ça peut être éventuellement des jolis niveaux de prise de profit. Et si jamais vous êtes sur du short, personnellement, j'aurai une prise de profit à 25,2, une autre éventuelle autour des 24. Je pense que 24 est une jolie target également, et c'est également la target de l'épaule tête d'épaule, vous le voyez ici, 24 400. Et puis bien entendu cette target short qu'on a déjà depuis mis en avant depuis au moins ce moment-là.
Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain. D'ici là, passez une très bonne journée. Et puis, suivez bien les marchés. Voilà, tradez avec attention, finesse et sans trop vous exposer. Et vous avez pour ça tous les tutos. À la fois Coinalyze pour aller voir éventuellement ce que nous dit la liquidité en time frame 5 minutes. Et à la fois le tutoriel qui s'affiche en fin de chaque vidéo. En fin de chaque vidéo s'affiche un tutoriel qui est tout simplement sur le risk management. Combien je peux venir risquer sur un trade pour pouvoir protéger mon capital de trading à long terme. Voilà, c'est tout. À demain. Salut, merci, ciao.